C'est parti. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce temps de webinaire de présentation du Master 2 droit social, parcours manager stratégique des organismes de protection sociale, porté en partenariat avec trois grandes institutions, l'Université de Versailles-Saint-Quentin, l'UCANS et le N3S. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette heure que nous allons passer ensemble, nous allons profiter de ces quelques temps pour revenir assez rapidement sur la présentation finalement de ce qu'est ce dispositif de formation au sein de l'institution. Une présentation à deux voix qui sera réalisée donc par Benoît Emery et Benjamin Génie qui se présenteront juste après. Nous reviendrons dans un deuxième temps, pardon, par un temps de présentation, finalement de ce qu'il peut y avoir dans, ce master et des différentes promotions qui ont pu être, menées, présentées par, Agnès et moi-même, avant de revenir, sur un troisième temps sur, la première enquête, finalement, d'impact, de ce dispositif puisque nous en sommes aujourd'hui à la 6e promotion et nous avons quelques retours à vous partager sur les 5 premières promotions. Voici à l'issue de ce temps, de présentation, de retour, quelques réactions de nos acteurs, donc vous aurez, la chance de pouvoir avoir un retour à l'écran de Karine Rarian, qui est tutrice pour, cette année et qui, vous présentera un petit peu l'avis du dispositif de l'intérieur avant de rentrer encore plus dans le détail avec 3 de nos stagiaires de cette année qui ont accepté de, vous présenter aussi l'avis de ce dispositif de l'intérieur, nous expliquer un petit peu comment ils sont venus, jusqu'ici et ce que ça donne. Et nous conclurons, par les éléments un petit peu, je dirais techniques, comment candidater, les différentes dates et puis, nous finirons ce webinaire par un temps de réponse à vos questions. Voilà, j'ai déjà été assez long, je vais lancer tout de suite, la parole à Benoît Emery pour, une petite introduction. Eh Benoît, bien, c'est à vous. merci beaucoup, Gabriel. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Benoît Emery, je suis le directeur de la formation professionnelle à l'UCANS et je suis très heureux d'être avec vous ce jour et puis de témoigner au nom de ma direction, puis au nom de l'UCANS, l'intérêt qu'on porte, alors déjà au management dans sa globalité, dans sa finalité, et puis surtout de témoigner l'intérêt qu'on porte aux femmes et aux hommes qui font vivre les équipes, qui accompagnent le changement, qui développent les compétences, et de témoigner notre intérêt finalement auprès de l'ensemble des managers. Alors c'est vrai qu'on vit toutes et tous une période charnière et que les managers sont au cœur des enjeux RH et de la transformation et de manière globale de la transformation de la sécurité sociale. Alors, on dit souvent que les managers sont porteurs de sens, fédérateurs des équipes, les managers contribuent à la réussite collective de notre institution. Et en plus de ça, nous, on est dans un contexte de forte transformation, d'évolution des réseaux, de renouvellement démographique, et que le positionnement des managers, et je serais tenté de dire notre positionnement, est de plus en plus complexe. Et les pratiques managériales sont aussi sans cesse réinterrogées. Alors, on a les pratiques hybrides, les problématiques générationnelles, les soft skills. On pourrait citer des exemples pendant des heures, mais je pense que là n'est pas le propos et c'est précisément, en tout cas aujourd'hui, auprès des managers stratégiques, qui souhaitent reconnaître leurs compétences ou ceux en devenir auxquels j'ai envie de m'adresser, donc à vous. Voilà. Et donc en tant que futur manager stratégique ou déjà en poste, vous êtes engagé, vous allez vous engager et vous allez engager aussi votre organisme dans une stratégie de développement pour que votre organisme assure, en fonction de son environnement et dans le cadre de sa politique, sa mission clairement de service public. Et donc, c'est pour développer et soutenir cette communauté des managers stratégiques qu'en 2017 a été créé le master droit social avec ce parcours, cette spécialité de manager stratégique des organismes de la protection sociale. Et c'est vrai, quoi de mieux qu'un partenariat avec notre célèbre école de la sécurité sociale, le N3S, et puis l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour répondre à cette ambition. Et pour ça, on a trois objectifs. C'est
alors, animer cette communauté, mais c'est vous préparer soit à la prise de poste de manager stratégique, soit aussi professionnaliser vos pratiques. C'est développer une culture commune managériale et puis c'est certifier. Et j'attache beaucoup d'importance, en tout cas à titre personnel, sur la certification des compétences. Et je pense que là aujourd'hui, on vit une période où ben, s'engager sur la voie de la certification, c'est aussi s'engager sur la voie de son avenir, tracer, écrire son parcours professionnel. Alors voilà, plus personnellement, pour celles et ceux qui vont se lancer dans l'aventure, je pense que vous allez développer de nombreuses compétences connexes. Déjà, vivre une aventure extrêmement riche avec des intervenants aux petits soins pour vous et qui ont développé une vision du management, moderne. C'est aussi rencontrer des collègues, des futurs amis. Et puis, cette mixité des échanges, notamment interbranches, et le partage d'expériences va vous permettre, voilà, je l'ai dit, de partager une culture commune. Et je pense que c'est aussi important à un moment où la notion de culture peut se dilater et se diffuser peut-être moins bien qu'avant. Et puis aussi, en vous lançant dans cette aventure, vous allez témoigner aussi auprès de votre hiérarchie, de vos RH, que vous prenez en main votre carrière, je le disais, et on a besoin de ça, on a besoin de vous, on a besoin de votre engagement, on a besoin de talents comme vous. Donc voilà, ne tardez plus pour vous inscrire et suivre ce parcours qui, me semble-t-il, correspond en tout point en tout cas au développement des compétences, à la certification des compétences et qui, voilà, durant cette heure va vous être expliqué, va vous donner envie, je l'espère, de vous inscrire. Alors allez-y, n'hésitez pas. Benjamin. Merci Benoît, c'était très intéressant. En fait, bon, je vais compléter parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Effectivement, je pense que le point de démarrage de ce master, c'est aussi de se dire que le N3S formait les cadres dirigeants. Et derrière cette idée de cadre dirigeant, on a bien sûr ce qui est peut-être le plus connu de l'EN3S, c'est-à-dire le concours N3S et puis la formation au CAPDIR, mais qu'on avait quelque part une partie du management qui n'était pas, à qui on ne proposait que d'une offre de formation, on va dire, courte ou d'accompagnement. Et je rejoins ce que disait Ben Emery, on avait vraiment envie de pouvoir aussi certifier des compétences et de pouvoir développer aussi des parcours. Gabriel y reviendra avec cette enquête qu'on a souhaité mener sur l'ensemble des promotions pour voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais on avait vraiment envie de s'associer donc à Lucans et à une université de prestige, de renom quand même. C'est l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et derrière, il y a la grosse université Paris-Saclay, qui d'ailleurs dans les classements internationaux est assez haut. Enfin, donc voilà, un gros regroupement de plusieurs universités. Mais le N3S voilà, avait cette sorte de strate des managers stratégiques qui n'était pas prise en compte de façon principale. Donc le master a été monté, ça a été un travail aussi fort avec le N3, avec le Lucans pour arriver à pouvoir le certifier dans le cadre de compétences et d'une approche par compétences, par bloc de compétences. Donc je pense qu'il y aura des témoignages là-dessus. On a vraiment construit quelque chose d'assez cohérent avec une progression pour pouvoir, parce qu'il faut quand même passer devant des commissions pour qu'ensuite on puisse à la fois avoir un dispositif cycle long, mais aussi le diplôme qui va avec. Donc c'était, et ça reste, alors on commence à avoir plus de maturité, ça reste un dispositif qui est unique pour le N3S. On n'a pas d'autres dispositifs certifiants dans notre offre de formation continue, si ce n'est, comme je l'ai dit, la formation initiale pour les agents de direction. Mais pour les managers, c'était vraiment, et ça reste vraiment important de le porter et en lien avec université. Alors après, je pense que vous aurez plein de questions, mais je n'ai pas défloré le reste des présentations sur la capacité à le combiner avec son travail, parce qu'on sait que ça va être une vraie question. C'est un dispositif, on garde bien entendu son poste de travail dans son organisme, donc on doit mener de pair ce master et sa vie professionnelle. Il y a des enjeux aussi bien entendu de charge de travail, de capacité à concilier vie professionnelle et vie privée. Donc tout ça, ce sera, je pense, abordé. La question de financement aussi. Mais moi, je voulais aussi vous donner envie de
vous lancer dans l'aventure parce que on a en termes de formation, on a un subtil mélange, bien entendu, d'intervenants institutionnels, de consultants sur lesquels on s'appuie quand on développe notamment toute la partie soft skills, et puis d'intervenants de l'université. Donc c'est assez complet, assez cohérent, et ça s'adresse vraiment, comme ça a été dit, à des managers stratégiques déjà en poste, et on redira pourquoi ils peuvent souhaiter s'inscrire dans ce dispositif, ou en devenir, qui portent déjà des projets, qui ont envie de se projeter qui ont déjà des projets dans leur caisse, des projets transversaux, ou qui travaillent en relation, par exemple, avec les caisses nationales. Mais voilà, faut pas s'auto-limiter ou s'auto-censurer en termes de niveau. Après, c'est notre capacité et notre objectif de constituer une promo cohérente, et puis de faire monter tout le monde en compétences pour amener tout le monde au bout du dispositif. Je terminerai par là. On a une phase d'examen des candidatures où on va avoir une certaine exigence. Une fois qu'on a passé cette étape-là, notre objectif et notre souhait, ça a toujours été le cas jusqu'à présent, et je ne vois pas pourquoi ça changerait, c'est qu'on amène tout le monde au bout. Voilà, sauf exception liée à des problématiques de santé, par exemple. Mais on veut vraiment là-dessus pouvoir valider l'essai pour l'ensemble de la promotion. Je n'en dis pas plus, je laisse maintenant la parole à la fois Gabriel et puis Agnès pour vous présenter plus en détail les contenus du master et ses spécificités. Merci Benjamin. Alors voilà, on est dans le même bureau avec Benoît, donc on gère aussi le son et on est en régie en même temps. Voilà. Donc les problèmes d'écho étant terminés et résolus, je me présente, je suis Agnès Busco, je travaille dans la direction portée par Benoît que vous venez d'entendre il y a deux minutes, et je suis responsable du pôle formation et certification à Lucans, et à ce titre, je porte également avec le N3S ce dispositif master qui est un dispositif, vous l'aurez compris par les deux présentations qu'ont pu faire à la fois Benjamin et Benoît, qui est un dispositif qui a des enjeux stratégiques pour l'institution. Et qui répond d'ailleurs à ces enjeux stratégiques. Et c'est tout l'intérêt de ce master et de ce dispositif. Donc effectivement, ce partenariat fort entre ces institutions, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui permet effectivement de donner aussi une belle qualité d'offre de formation pour les futurs diplômés. Alors, il s'agit d'un parcours institutionnel de formation. Il s'agit d'un parcours individualisé pour tout manager stratégique, mais pas simplement. Il peut s'agir aussi de personnes qui sont en voie de le devenir. C'est un dispositif de formation qui favorise l'employabilité, la mobilité interne, externe, interbranche, interrégime également. Donc, c'est aussi ça l'attractivité de ce master. Et c'était également, et c'est un point à mon sens aussi essentiel, c'était également une relation entre l'employeur et le collaborateur. C'est dans un esprit gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un coportage, une collaboration véritable entre l'employeur et le stagiaire, le futur stagiaire de ce master. Donc, alors voilà, vous voyez ici à l'écran, c'est un master qui s'obtient en 1 an. Donc, qui est pensé en bloc de compétences. Donc, bloc de compétences, c'est assez récent en termes de modalités de certification. Ces blocs de compétences sont reliés à un référentiel de compétences qui a été pensé et construit pour répondre aux exigences de la loi de 2018, entre autres, mais pas que. Il y a également un 4e bloc de compétences qui est extrêmement important puisque c'est le bloc dit du mémoire, donc qui va permettre la validation, enfin l'épreuve ultime de validation pour la diplomation de ce master.
Donc, c'est toujours un instant important, c'est toujours un instant à la fois stressant, mais émouvant aussi pour les stagiaires. Pour témoigner très rapidement, et je m'en arrêterai peut-être là, il y a effectivement une remise des diplômes qui permet de finaliser un petit peu ce dispositif et ce parcours de formation. Et je peux vous garantir que c'est un moment extrêmement riche en émotions pour tout le monde. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs promotions qui ont été faites. Nous en avons eu déjà 6 et c'est vrai que notre objectif, et c'est pour ça que ce webinaire est organisé, l'objectif étant d'effectivement monter en gap au niveau du nombre de participants, puisque l'intérêt effectivement est aussi de donner de l'interaction au sein de ce groupe, qu'il y ait des échanges aussi comment dire, de pratiques et d'expériences dans les différents organismes. Et c'est ça aussi qui donne toute la richesse à ce dispositif. Voilà, Gabriel, je pense que j'ai fait la boucle. Merci à tous. Merci beaucoup Agnès pour le coup et la passation de parole effectivement donc boucle tout à fait bouclée. On a parlé du parcours. Je vais en profiter pour aborder un petit peu les différentes modalités pédagogiques finalement là-dedans, parce qu'entre parallèle entre les enjeux justement d'avoir un groupe plus de 20 personnes, nous sommes sur cette année par exemple sur une promotion de 20 personnes, tout en gardant une bonne sélectivité, finalement. Et beaucoup de choses sont faites pour favoriser, à travers les différents blocs de compétences, une dynamique de groupe. Alors avec les travaux de groupe, on en parlera peut-être avec Karine du coup, puisque finalement les tuteurs sont amenés à accompagner un groupe de stagiaires et voir un petit peu justement cette construction. Le fait d'avoir aussi des échanges interbranches qui sont aussi apportés par les stagiaires, et c'est finalement quelque part l'intérêt de cette formation, on dit en alternance, mais parce que vous êtes en poste en tout cas en tant que stagiaire, et du coup vous venez aussi apporter votre connaissance de votre branche et la faire partager aux différents stagiaires de ce groupe, et c'est comme ça que ça a été un petit peu construit et qu'on essaye de favoriser justement ce dispositif de formation. Alors je ne vais pas revenir sur le détail du contenu pédagogique, ce sont des choses que l'on a pu aborder l'année dernière lors d'un webinaire précédent. Ça me permet d'en faire un petit peu la promo et de le rappeler également, et on vous invite à vous y référer justement, où vous aurez des interventions notamment des responsables du master, Alexis Triclin, du coup, et qui vous parle un petit peu des éléments de contenu que vous retrouverez aussi également à travers cette plaquette. Mais juste peut-être sur ces modalités pédagogiques et sur l'organisation des différentes évaluations, où la part est donnée à la fois aux travaux individuels, très fortement, notamment comme le disait Agnès sur le dernier temps, avec cette production du mémoire et cette soutenance, mais également aux travaux de groupe, où tout un tas justement de travaux, de mise en situation vous sont proposés pour également favoriser cette dynamique de groupe et aborder finalement les trois grands blocs de compétences, et le quatrième avec le master. La remise des attestations effectivement de fin de formation et la rencontre interpromo initiée cette année a aussi participé finalement à cette dynamique d'échange. Et je ne rentrerai peut-être pas plus dans le détail là-dessus sur les travaux de groupe, sur ces éléments, et effectivement sur ce parcours que ça peut vous apporter. Alors parcours, c'est peut-être la transition justement sur le premier retour d'une enquête que nous avons menée auprès des 5 dernières promos, pour lequel nous avons eu plus de la moitié qui ont répondu. En termes de présentation, du coup, je vais peut-être refaire les différents, comment ça s'appelle, un petit retour et un petit commentaire, et puis je laisserai après nos acteurs le commenter. Du coup, sur l'échantillon, alors si là ça s'affiche à l'écran, pardon, excusez-moi, je bafouille, 30% d'hommes, 70% de femmes sur les répondants. C'était juste le petit clin d'œil parce que c'est représentatif, mais c'est représentatif finalement
l'institution et pas que du master peut-être. Alors après, petit clin d'œil sur les témoignages, vous verrez, je ne les ai pas présentés, je les ai présentés très rapidement. Nous avons donc 2 stagiaires hommes qui viendront faire le petit témoignage, Michael Bascoul et David Crow, qui seront accompagnés également d'Hélène Hans, et avec Karine Nergarian, comme tutrice, nous avons la parité. Voilà, ce qui est juste le petit clin d'œil que je me permettais de faire là-dessus. Une formation qui est quand même plutôt bien appréciée. Vous retrouverez le taux de satisfaction global sur notre site internet, mais finalement, même à froid, après un petit temps, on est quand même à 8,45 sur 10, ce qui montre quand même un bon retour. Et surtout, ce qu'on a essayé de savoir, c'est finalement 97% des gens auraient recommandé ce dispositif de formation. Alors, 97%, c'est quand même un très bon taux, mais du coup, petit en retour aussi sur l'intérêt, nous avons vécu pendant toutes ces formations le confinement. Et nous avons eu des formations, des promos qui ont été menées entièrement à distance. Et finalement, les personnes qui ont dit comme quoi elles ne recommanderaient pas cette formation avaient mis la petite parenthèse, certainement pas à distance, en fait, justement par rapport à ça. Et c'est vrai, alors peut-être que ça sera confirmé, en tout cas, nous l'avons vu, l'esprit promo et l'esprit présentiel, et le présentiel qui favorise cet esprit promo est vraiment quelque chose d'important, également dans une dynamique, et puis pour finalement donner de l'énergie et de l'entrain finalement au groupe pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et ça me permet de raborder ici un dispositif de coaching qui est une des particularités que vous retrouvez également dans le webinaire précédent, particulièrement plébiscité avec vraiment de très bons retours. De nouvelles compétences déclarées à l'issue du master, donc pour 72% des personnes, et également une valorisation de l'expérience professionnelle, et c'est ce qui s'affiche sur le petit graphique. Le dispositif de VAPP qui a été proposé en partenariat avec l'université, et ça a vraiment été un gros avantage là-dessus. C'est vraiment quelque chose et ce qui a été remis en introduction, porté vraiment par l'institution, par Lucans, par l'Enterprise. C'est vraiment quelque chose qui est important, et c'est ce qui a permis d'aborder justement donc plus de 60% des stagiaires qui ont pu accéder à un niveau master en venant d'un niveau en dessous de Bac+4. Voilà pour un premier élément. Deuxième point. Du coup, on l'a abordé aussi beaucoup, ouvert à qui? Manager stratégique, manager opérationnel en devenir, manager opérationnel inscrit dans un parcours. Voilà, ce sont toutes sortes de questions que nous avons, nous, de notre côté, qui arrivent sur nos systèmes d'information depuis qu'on a ouvert les candidatures. Voilà, 66% des stagiaires en entrée de formation sont en manager stratégique, ce qui veut dire que 33% sont plutôt sur des managers opérationnels, ou voilà, il y a aussi une part de progression finalement permise grâce à ce master. Les impacts de cette formation sur la situation professionnelle. Alors, on a entendu parler de parcours, effectivement. Une différence particulière qui a été notée, on n'est pas dans un parcours comme le parcours formation initiale avec un poste attribué en sortie. Non, on est sur une démarche personnelle, sur une démarche gagnant-gagnant, mais comme ça a bien été abordé tout au long des interventions précédentes. Pour autant, on note que pour la moitié des stagiaires, finalement, à l'issue de ce master, cet apport de compétences, cette dynamique a permis d'amener à un changement de poste. Voilà. Pour moitié des personnes ayant changé de poste dans un organisme différent, donc finalement des passerelles interbranches, interrégimes peut-être même. Pour la moitié sur un secteur d'activité différent, sachant que ça veut dire que du coup c'est pas forcément ça veut pas forcément dire que c'est l'autre moitié, ceux qui n'ont pas changé de branche, qui sont dans un secteur différent, hein. Voilà, c'est un petit peu à pondérer. Pour plus des 2/3 sur un poste de manager stratégique, sachant que en plus de ça, il y en a 3 qui ont quitté l'institution et qui sont également allés à leur compte. Et à chaque fois, en tout cas, mais là c'est du déclaratif pour revenir sur l'élément de l'enquête. Pour plus de la moitié de ces stagiaires, ils considèrent que le master a contribué, voire fortement contribué, justement à cette évolution. Donc voilà un petit peu, c'était des choses, nous l'avions pressenti. Ce premier retour d'enquête permet d'avoir quelques données chiffrées pour objectiver justement les impacts de ce master.
à titre individuel, mais pas que, également pour l'institution. Voilà, je pense que j'ai déjà parlé pas mal. Peut-être, ce que je peux, vous proposer, maintenant, c'est de donner, la parole, finalement, à nos différents acteurs. Peut-être un petit mot, déjà de réaction, par rapport, à ça et puis, un petit mot, pourquoi pas sur, la vie, du master et la fonction. Et auquel cas je laisserai la parole dans un premier temps, à Karine, Nergararian, peut-être sur cette fonction de tuteur, cette double dimension de casque, cette double dimension, pédagogique et institutionnelle, fortement, intéressante. Karine, si cela Bonjour. vous va? Bonjour. Merci. Bien, bonjour à tous. Écoutez, merci de nous donner l'occasion de témoigner. La fonction de tuteur, alors moi, ça fait 3 ans maintenant que j'ai l'occasion d'accompagner, je vous en remercie, les groupes. C'est toujours très intéressant, alors à plusieurs niveaux, hein. Au niveau, je dirais institutionnel, même pour nous en tant qu'agents de direction, ça nous permet de garder, un contact avec, toutes les personnes en interbranche qui interviennent et les visions qui peuvent, exister et évoluer au fur et à mesure des années. Alors, on a eu le Covid, mais on a aussi toutes les évolutions qui se présentent et je trouve toujours intéressant de pouvoir en échanger avec les stagiaires. C'est des approches qui sont aussi différentes parce que chaque groupe est différent. Et sur, on peut avoir 3 sujets pareils. J'ai maintenu les 3 sujets sur la même année, donc ce qui permet, nous, de voir une évolution, dans les approches, dans la façon dont les stagiaires voient les choses. Donc je trouve que c'est toujours, pour nous, une ouverture d'esprit qui est très intéressante. Après, sur l'aspect, accompagnement des stagiaires, en termes d'implication, alors moi, personnellement, j'essaie d'avoir quelque chose d'un peu rapproché, mais je pense qu'Hélène, elle pourra compléter puisque, je travaille avec son groupe cette année. Ce qui est bien, c'est de pouvoir, finalement, tout en les accompagnant, leur laisser une autonomie, et puis des idées et puis juste peut-être recadrer. Les questions qui se posent le plus souvent, c'est la problématisation, c'est de se remettre dans un enjeu qui soit peut-être moins pratico-pratique, parce que nous-mêmes, hein, on est aussi la tête dans le guidon, et c'est de prendre ce petit recul et je trouve que ces masters-là sont pour ça super parce que ça permet, voilà, d'avoir un instant où on recule un peu d'un pas et on regarde comment ça marche, quelle est l'institution, qu'est-ce qu'on en attend et comment on va faire évoluer aussi tous notre institution par le travail que l'on peut faire pour nos bénéficiaires. Et ça, je trouve, c'est un des vrais apports, en tant que tuteur. Les groupes en général sont hyper motivés, enfin ça se passe plutôt très bien. On a des gens compétents et c'est vrai que ce soit sur le comment dire? L'exposé, sur la thématique ou après, parce qu'on travaille également avec eux des mises en situation professionnelles, que ce soit des comités de direction, des CSE ou des petites scénettes finalement, professionnelles. Ça permet d'avoir cet apport que l'on a sur notre expérience finalement d'agent de direction qu'ils n'ont pas, de fait et ce qui permet aussi de générer des questions, des échanges. Donc vraiment, je pense que c'est à double, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors après, je ne sais pas s'il y a des questions particulières, si je réponds à ce que tu souhaitais, Gabriel, enfin, il y a d'autres, Non, hop, c'est tout à fait, du coup sur, sur ce petit retour en mode échange justement par rapport à la fonction, tutorale, à la fois sur cette création, des savoirs, au cours, du master et la manière dont ça fonctionne et c'est vrai, du coup, un des sujets que l'on a réussi un petit peu à quantifier peut-être avec l'enquête, c'est de voir finalement, cette ressource qui se développe et c'est ce qu'a aussi, donné Benoît, en introduction, où vraiment l'intérêt, d'armer quelque part, enfin ou en tout cas j'allais dire de muscler peut-être, également, les managers stratégiques, justement à travers, ce dispositif, de formation et vraiment, peut-être une question peut-être, du coup si jamais je peux, comme ça en changeant de casquette en tant qu'agent mmh. de direction finalement, il y aurait intérêt à promouvoir peut-être ce dispositif au sein d'un organisme ou Mmh. peut-être à avoir un intérêt dans un recrutement par exemple sur, une personne ayant suivi le master?
Oui, je pense que ce sera intéressant parce que le master est peut-être pas forcément connu. Moi, quand j'en parle autour de moi, on connaît le CAPDIR, on connaît le N3S, mais pas forcément le master. Donc je pense qu'il y a un enjeu de communication et c'est vrai que quand on a des gens qui postulent, donc sur des niveaux 8, 9 ou plus, hormis bon les élèves le N3S sur lequel il y a des postes réservés, je pense que ça pourrait être intéressant. Enfin, moi le connaissant effectivement, sur du recrutement, ce sera un plus, je pense sur le CV. Mais je pense qu'on a un enjeu à le faire connaître parce que clairement, je suis pas sûre que ce soit bien connu dans la branche. Alors branche famille sûr, les autres branches, je sais pas. Bah, merci beaucoup, Karine. En tout cas, bon, c'est vrai que la question était peut-être un petit peu orientée. Si jamais je donne la parole à nos stagiaires, actuels, bon, qui ont bien voulu se prêter à l'exercice et puis également être disponibles, hein, pour vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Nous les regardons, nous prendrons un temps à l'issue de la présentation, pour y répondre. Donc, voilà. Alors peut-être, bon, on avait déterminé un ordre un petit peu arbitraire. On aurait commencé par Mickaël, ensuite on aurait eu Hélène et enfin, David pour répondre. L'idée dans un petit exercice, peut-être, voilà, ce qui vous a amené ici, en tant que, voilà, pourquoi vous êtes-vous, inscrits? Et puis, ben, retour, allez-y, dévoilez un petit peu, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe la scolarité, ce que ça vous apporte, et ainsi de suite. Et puis, voilà, si jamais vous voulez partager peut-être une astuce, un conseil, pour, des futurs. Voilà, en termes de temps peut-être, eh ben, allez-y, Mickaël, puisque, on a commencé par toi. Bien, merci Gabriel. Bonjour à tous. Donc Mickaël Bascule, responsable régional adjoint LCTI pour l'URSSAF PACA. Alors, donc pourquoi est-ce que je me suis inscrit? Donc pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs. Donc un besoin personnel de reconnaissance par un diplôme. Ça, c'est quelque chose qui était important pour moi, puisque comme Gabriel, tu l'as dit, moi je fais partie de ces candidats qui ont eu accès à la formation sans avoir le bac+4. Également, la légitimité et le renforcement de mon statut de manager. Donc, c'est ce que je venais chercher et c'est ce que je trouve dans cette formation. Le recul et l'assise des enseignements universitaires en fait, qui nous sont dispensés. Donc, ça pour les cours et les enseignements que j'ai reçus jusque-là, donc ça nous renforce en fait énormément dans l'assise que l'on a et par curiosité intellectuelle. Donc, voilà, ça, ce sont les facteurs et les raisons en fait qui m'ont poussé à candidater. Je dois dire que j'ai ma part et que je trouve ce que je suis venu chercher. Concernant les aspects de la scolarité, quels sont les apports, quelles sont les difficultés. Donc, moi, je trouve que la scolarité s'insère correctement dans le flux professionnel, d'autant plus quand on est accompagné quand même par le N+1 ou par l'agent de direction, en fait. Déjà, à la base de notre démarche, je trouve, en tout cas pour ma part, que c'est plus facile de faire coexister les deux. Donc, la charge du travail est quand même, qui est attendue dans le master, est assez conséquente. Donc, il faut bien s'organiser. L'énergie qui se développe après dans le groupe nous porte et participe à nous faire gérer correctement tout ça. Mais voilà, il y a une bonne organisation à avoir dès le départ. Donc, les apports de la formation sont en partie applicables immédiatement en fait dès qu'ils nous sont délivrés. Moi, je vois en tant que manager opérationnel, donc je suis responsable d'inspecteur expert en lutte contre le travail illégal. J'ai pu, pour une partie des modules qui m'ont été enseignés, immédiatement les mettre en place sur voilà le travailler à l'estime de soi, travailler à l'autonomie, travailler au renforcement de mes équipes. Ça a pu donc dans le pilotage et dans le management, on peut immédiatement en fait les appliquer. Donc, je dois dire qu'il y a une certaine transformation en fait qui s'opère, hein. En tout cas, moi, pour ma part, c'est ce que je l'ai vécu durant le cursus. Donc, je suis toujours en train de suivre cette formation, mais on sent qu'il y a une petite transformation et que cette transformation, elle est appuyée et accompagnée par le coaching que l'on nous propose durant cette formation. Donc, moi, je sens qu'il y a une mise en perspective des potentiels. Voilà, ça, je le vis clairement. La qualité des intervenants, en fait, est très importante. Les enseignements qui nous sont délivrés, ils sont faits par des personnes qui maîtrisent vraiment leur thématique, le droit social, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, etc. Donc, c'est très, très appréciable. Le niveau est vraiment très élevé. Et
Donc, petite astuce que je donnerais dans les difficultés, c'est que lorsque l'on est amené à travailler ensemble, il y a tout un travail au départ pour se coordonner, savoir rester à sa juste place, savoir faire taire son ego parfois pour pouvoir travailler tous ensemble. Alors, au départ, c'est pas évident, mais après, quand on réussit, on y prend goût et la synergie en fait qui est créée est génialissime. Donc, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir pour m'inscrire et que je voudrais partager? À mon sens, il s'agit d'une véritable aventure, tant professionnelle que humaine. Les rencontres que l'on fait dans la promo sont très très enrichissantes. Il y a même des amitiés en fait qui naissent. Pour moi, on apprend énormément des uns des autres et puis sur nous-mêmes. Il faut savoir consacrer son temps. Donc, il faut bien s'organiser et savoir consacrer son temps parce que la charge de travail est quand même assez conséquente. Et maximiser le travail. Lorsque l'on est en session en présentiel sur Paris, utiliser ces sessions-là pour travailler un maximum et se mettre bien d'accord avec le N+1 ou le cadre professionnel et également le cadre familial. Je pense qu'il faut que les choses soient bien claires quant à l'investissement, même au niveau familial. Et je pense que pour bien réussir, bien profiter de la formation, il faut y venir, il faut l'intégrer avec quand même un objectif en tête. Je pense que c'est une formation qui est de tellement bonne qualité que il faut pas venir par hasard, il faut venir en préparant son projet et il faut s'investir. Voilà, pour ma part, c'est un réel plaisir. Merci Mickaël, du coup, pour ce partage. On y reviendra peut-être dans les questions justement en termes de projection, peut-être en rapport, parce que c'est vrai que j'ai envie de poser la question à Hélène, peut-être un réel plaisir partagé. Je ne sais pas si jamais tu veux revenir sur ton parcours. Alors, complètement. Je pense que si j'avais un mot qui définirait ma présence sur le master, c'est vraiment le plaisir. J'ai rencontré, comme moi, des passionnés finalement. On a des passionnés dans la Sécu et de rencontrer ces professionnels qui ont de l'expérience, du vécu, qui vivent des choses dans leur caisse qui sont parfois en lien avec ce qu'on vit et parfois très différents. Ça, c'est vraiment un des apports, je dirais même l'apport principal finalement en plus des cours. Si je veux répondre un peu aux questions fléchées, pourquoi je me suis inscrite, donc je vais repasser sur ma présentation. Moi, je suis attachée de direction depuis 3 ans et précédemment, j'ai été manager opérationnel pendant 8 ans. Et en fait, mon parcours en branche famille uniquement, je me suis dit à un moment donné, j'avais envie d'élargir mes connaissances et vraiment comprendre les enjeux stratégiques des branches de la sécurité sociale, avoir une vraie connaissance des organismes de protection sociale. Pour moi, c'était important d'être immergée dans les enjeux plutôt stratégiques, de vraiment sortir de... Karine l'a dit tout à l'heure, dans le quotidien, on est happé et j'avais vraiment envie de cette prise de hauteur et de rencontrer des personnes d'autres branches, de me nourrir parce que on avance au fur et à mesure, on fait notre expérience, mais on a aussi besoin de se nourrir d'autres choses. Et puis, moi, le deuxième point, et je l'ai vu dans les résultats du questionnaire, c'était vraiment travailler ma posture. Manager stratégique depuis pas très longtemps, j'avais envie de travailler mon positionnement, ma posture. Et donc là, encore une fois, pas déçue. Mickaël l'a dit, on grandit au fur et à mesure des cours, des intervenants, des travaux de groupe, etc. On continue, parce que la semaine prochaine, on se retrouve pour notre dernier regroupement. C'est une aventure qui nous fait vraiment mûrir, qui nous fait grandir. C'est très apprenant au niveau des connaissances sur le droit, sur le dialogue social, etc., mais aussi sur qui nous sommes, les travaux un peu d'auto-positionnement, quelles sont nos forces et nos faiblesses en tant qu'humain, en tant que manager. On apprend à se dompter soi-même et à savoir comment on va être un futur manager stratégique performant, humain, au service de nos prochains collaborateurs, mais aussi de nos publics. Donc une vraie
Une vraie aventure et ce que j'aurais aimé savoir, avant de m'inscrire, je rejoins, Michael, alors moi j'ai pas eu de surprise, je m'étais bien renseignée sur l'investissement, que ça allait demander, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, être calé, que ça soit sur le niveau professionnel que personnel, c'est un très gros investissement. Alors quand on est dedans, ça passe très vite. J'arrive pas déjà à me dire que c'est bientôt, la fin. C'est incroyable comme ça passe vite. On a assez peu de temps pour souffler entre, les battles, l'exposé, on a nos scénettes qui se finalisent, le mémoire, les dissertations, ça passe, très, très vite et ça s'enchaîne, quoi. Donc il faut vraiment avoir, tout calé, que l'organisation soit déjà gérée en amont pour qu'on puisse se concentrer, et que tous ces mois nous servent que à nous enrichir et à grandir. Donc voilà, je répondrai après aux questions sur le temps d'échange, mais mon ressenti tout de suite, c'est ça. Et puis je conclurai par le mot que j'ai commencé, le plaisir que j'ai pris vraiment sur cette session. Et puis je passe la parole à David sur son ressenti. Merci Hélène. Moi je vais enchaîner avec le plaisir aussi du coup, voilà, parce que je pense que c'est le maître mot dans toute notre promo. J'ai pas grand chose à rajouter de ce que vous avez dit en fait au final. Je rejoindrai Madame Nergararian, pardon si j'écorche votre nom, mais notamment sur la prise de recul en fait. C'est vrai qu'on est souvent le nez dans le guidon, comme vous avez dit, et on a du mal à se projeter avec une prise de recul suffisante. Et c'est vraiment, pour rejoindre ce qu'a dit aussi Michael tout à l'heure, en cours de formation, un changement qui s'opère à nous, qui est complété en plus, on l'a évoqué aussi un peu, mais avec du coaching qui est réalisé par une coach en intelligence émotionnelle et qui apporte vraiment un changement aussi sur soi, en fait, sur la personne qu'on est, comment on manage. Et j'ai vécu moi-même un changement dans mon positionnement. Je rejoindrai aussi sur l'échange interpromo qui est très très riche. Et notamment sur les échanges qu'on peut avoir interorganismes. Moi, je suis DRSM Occitanie, je suis responsable de Centre Sophia, on a de l'URSSAF, on a des CAF, on a de la MSA, des CARSAT, et c'est très très enrichissant aussi d'échanger sur les différents fonctionnements de nos organismes, sur notre métier en fait, au final. Alors j'ai vu quelques questions aussi par rapport à Cap Dirigeant. Je pense que c'est aussi le master sert aussi peut-être à se rassurer ou donner aussi des réponses qu'on pourrait s'opposer sur d'éventuelles évolutions professionnelles. Et je sais que pour moi, par exemple, ça m'a conforté dans l'idée qu'on pouvait évoluer et puis y aller vers ce genre de parcours après en suivant. Voilà, donc je suis en tout cas, je serai et je resterai un fervent défenseur de ce master qui en fait fait le parallèle entre sa mémo qu'on peut connaître au niveau de l'Institut K10 sur les managers opérationnels et le dire en fait c'est ce pont aussi entre ces deux types de formations dans un parcours de manager qui évolue en fait aussi. Voilà Gabriel pour le retour. Merci David, effectivement, pour cette mise en perspective aussi. Et du coup, je conclurai parce que avec le petit mot un parcours diplômant aussi, et peut-être revenir sur cet aspect de travail justement, puisqu'à partir du moment où il y a un diplôme, il y a justement des évaluations, des travaux attendus, et ainsi de suite. Et vous en avez parlé justement avec ce lien quelque part sur le travail. Donc c'est pour ça, je rajouterai en mot également important dans ce
dispositif, celui-là, même si, bien sûr, ça peut se faire heureusement dans une très bonne dynamique. Et en tout cas, merci de nous l'avoir montré là-dessus et de rester à disposition finalement des différentes questions qui pourront être posées et qui pourront se poser là-dessus. Avant de lancer la partie questions, je vois que le temps file et donc très rapidement, mais vous n'hésitez pas de toute façon, à l'issue du webinaire, vous aurez également les coordonnées. Vous pourrez retrouver également les coordonnées sur le site si jamais vous avez d'autres questions, que ce soit côté UCANS, que ce soit côté EN3S, voilà, nous y répondrons. Les candidatures ont été ouvertes, c'est en ligne sur le site internet. Une lettre d'information UCANS a été publiée le 11 mai. La date limite de remise des dossiers de candidature, c'est le 1er juillet, par mail et par courrier. Donc c'est le 1er juillet, c'est la date de réception, c'est toujours les questions qui se posent, date d'envoi, date de réception, donc date de réception. Pour les mails, en même temps, c'est instantané. Comment ça va se passer? Donc, dans ce dossier de candidature, vous avez donc plusieurs éléments. Vous avez une annexe financière, on va pouvoir en parler rapidement. Vous avez également pour ceux qui candidatent avec un niveau inférieur à Bac+4, un dossier de validation des acquis professionnels à compléter. Voilà, et donc c'est sur ces éléments-là qu'une commission de recrutement se réunit, étudie les différentes candidatures. Donc ça sera toujours début juillet. Si jamais des questions se posent par rapport à une représentation, une transcription du parcours qui pourrait éventuellement laisser un doute ou nous demander finalement au niveau de la commission de recrutement si jamais il y a quelque chose, des entretiens pourront être réalisés sur la semaine du 10 au 14 juillet. Donc il est important que vous ayez cette date en tête. Les congés arrivent vite, donc éventuellement garder quelques disponibilités sur cette semaine-là. Résultats d'admission communiqués sur la dernière quinzaine du juillet. Les inscriptions seront réalisées à compter de la rentrée universitaire. Un petit focus sur le financement. Ce sont des questions qui nous reviennent régulièrement. Alors, c'est de la formation professionnelle, bien entendu. Donc, c'est, vous verrez dans l'annexe financière, il y a de toute façon une demande d'absence à réaliser auprès de son employeur. Les déplacements sont pris en charge et ainsi de suite. Et également, l'employeur peut décider de financer l'intégralité de la formation sur son plan de développement des compétences, ce qui est une chose. On a aussi parlé du fait que ça rentrait dans un parcours individuel, que c'était également une voie d'accès sur l'obtention d'un diplôme et qu'à ce titre, grâce notamment au référentiel national de certification professionnelle auquel est inscrit le diplôme, cette action de formation est éligible au financement via votre compte personnel de formation. Alors voilà, dit comme ça et en m'entendant le dire, ça fait très publicité où on n'arrête pas de recevoir ce genre de publicité sur son téléphone. Voilà, donc on n'en est absolument pas là. Pour autant, vous verrez donc à travers l'annexe financière, c'est quelque chose de très clair et de très normé. À partir du moment où vous décidez d'utiliser votre compte personnel de formation, les inscriptions, en même titre que l'année universitaire, seront ouvertes à compter de la rentrée. Vous passerez donc par la Caisse des dépôts et des consignations. Vous verrez à ce moment-là, donc pour l'instant ce n'est pas le master, il n'est pas ouvert, c'est l'année précédente qui est ouverte. Vous verrez donc le master, vous serez guidé de toute façon pour vous y inscrire et votre employeur pourra permettre d'abonder, s'il le souhaite, le complément de formation. Voilà. Donc, ce qui explique le fonctionnement à travers cette annexe financière. C'est expliqué dans les différents documents. Vous y trouverez également des liens sur les sites de la Caisse des dépôts, pour vous-même, pour votre employeur. Voilà, donc je passe assez rapidement là-dessus. Également, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit lucans, formation@lucans.fr ou le N3S, panier@n3s.fr. Ces éléments-là sont remis. Et je pense que nous allons pouvoir commencer à regarder ce qui s'est passé dans le chat et voir si certaines questions méritent des éclaircissements ou pas. Peut-être Benjamin, j'en profite du coup si jamais tu as pu déjà avoir un premier niveau de, je dirais une première vision sur ces différentes questions et un premier niveau de réponse avant peut-être de rentrer dans des questions peut-être plus techniques. Oui, merci Gabriel, merci à toutes et à tous aussi. C'était
intéressant. Et puis là, vous étiez plongé au cœur de la vie de la promo actuelle. Donc, merci pour vos retours d'expérience qui, j'espère, vont pouvoir en inspirer certains. Alors, pour l'instant, il y a 3 questions. Je ne vais pas prendre dans l'ordre. Enfin, je ne sais pas, Gabriel, on prend les questions dans l'ordre ou on essaie de les trier ouais, il y en a une dizaine. Allez, on va se lancer. On va prendre ça dans l'ordre. Et vous n'hésitez pas à compléter une première question sur le fait, est-ce qu'il faut absolument avoir une expérience en management pour pouvoir candidater? Donc là, oui, effectivement, c'est un prérequis important, d'autant plus si on s'inscrit via la validation des acquis professionnels. Mais oui, puisque c'est en plus ouvert en interne. Alors après, ça dépend de ce qu'on appelle management. Il y a, vous savez, 2 types de management. Il y a le management d'équipe et puis après, il y a du management de projet. Donc, si vous êtes sur du management de projet ou du management matriciel, vous pouvez aussi, bien sûr, candidater. Mais c'est une forme de management. Il y a toujours cette question sur manager stratégique en poste ou en devenir. Qu'entendez-vous par en devenir? Bon, effectivement, ça c'est... En fait, c'est de nous démontrer à travers le dossier de candidature et si vous avez de la validation de l'acquis professionnel, à travers le dossier de VAPP, que effectivement, vous avez déjà pu au cours de votre carrière, vous n'êtes pas resté, si vous voulez, le nez dans le guidon sur votre équipe, vos préoccupations, mais que vous avez eu des activités transverses à travers différents groupes de travail, un projet d'entreprise, ou bien même certains ont aussi des expériences hors institution dans le parcours, donc ça c'est aussi à faire valoir. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on ne le réserve pas. J'ai plus les stats d'ailleurs, Gabriel, mais en gros sur les promotions, c'est souvent assez 50-50, des gens qui sont déjà managers stratégiques, d'autres qui ne le sont pas. Voilà, donc voilà, mais démontrez-nous votre capacité à vous projeter vers ces postes-là. La passerelle pour la carrière d'agent de direction. Alors, effectivement, alors c'est quand même deux choses. Il y a 2 choses différentes. Il y a le concours de l'EN3S qui d'ailleurs, bon, là, ça vient de se terminer les candidatures. Enfin, c'était jusqu'à fin mars. Mais là, c'est un projet à part entière. Donc, vous savez que vous voulez devenir agent de direction et on ne vous demande pas d'ailleurs forcément d'expérience managériale. Vous allez vous inscrire et puis vous faites souvent pour les internes, parce que là, c'est des internes, on passe par la prépa avec le 4.10. Voilà, donc c'est un projet à part entière. Après, il y a peut-être plus de liens. Donc pour moi, N3S, c'est quand même assez autonome, même si rien n'empêche derrière le master de candidater. Avec CapDir, il y a peut-être plus de liens. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, j'ai validé le master, et puis ça dépend aussi des projets de chacun. Et je me sens mûr pour partir sur CapDir. Et là, vous savez qu'il y a la refonte du dispositif CapDir. Et on était, donc cette année, il y a une promotion qui va terminer, puis après, il y a une année de transition, là. Mais là, on peut déjà s'inscrire au prépa CapDir. Et puis ensuite, il va y avoir la phase des nouveaux concours avec une nouvelle version du CapDir en 2024. Là, il y a des liens puisque, par exemple, pour le CapDir, le concours, ceux qui ont fait le master, c'était des propositions de la mission Ray-Baudouin sur la refonte de CapDir. Ceux qui ont validé le master, par exemple, n'auront pas, on considère qu'ils ont validé la partie écrite. Voilà, donc c'est un exemple de passerelle. Ils auront juste à le préparer et il y aura bien entendu un jury et un oral. Mais pour la partie écrite, ce sera considéré comme acquis. Voilà. Mais bon, pour moi, voilà, c'est 2 choses. Ça peut s'inscrire dans un parcours, mais ça peut être autonome aussi. Est-il ouvert, diplôme ouvert aux personnes en réorientation avec un financement type Pôle emploi? Alors là, c'est peut-être trop technique. Si vous avez, n'hésitez pas à préciser les choses, à faire un mail, comme ça a été précisé, soit UCAN, soit N3S. Voilà. Parce que voilà, chaque dossier est particulier. Mais enfin, en tout cas, financement de type Pôle emploi, oui, ça veut dire que vous avez le CPF, vous avez l'abondement de l'organisme, mais vous devez être en poste quand même. Vous devez être en poste dans un organisme de sécurité sociale. Voilà, on a parlé des 4 branches, on a parlé de la MSA.
cette année quelqu'un de la Caisse des Français de l'étranger aussi, voilà. Quelqu'un en ARS pourrait aussi être bien entendu admissible. Mais voilà, il faut quand même travailler sur des questions de protection sociale. Est-il postulé au master lorsqu'on ne travaille pas au sein au sein d'une des 5 branches de la sécurité sociale? J'ai oublié la CNSA aussi. Effectivement, merci, la 5e branche. Donc, si on ne l'est pas, là, non, Gabriel, hein, Enfin, non. du coup, Non, c'est ça, oui, si organisme de protection sociale, voilà, on reste sur régime général. Après, on peut tirer hors régime général, c'est pas la question, hein, du coup, mais on reste effectivement sur les branches de la sécurité sociale. Voilà, parce qu'il y a notamment dans les modalités. Après, bon, j'allais dire, allez, c'est pareil, présentez votre projet, votre question, voilà, parce qu'effectivement, ça pourrait, je ne sais pas si vous êtes, vous êtes en collectivité territoriale, par exemple, voilà. Vous travaillez sur un pôle solidarité, vous voulez candidater, on peut l'examiner. Mais par contre, ce que vous n'aurez pas, c'est tous les financements, notamment les abondements UCANS. Enfin, vous n'aurez pas les financements des personnels qui travaillent sous convention UCANS. Donc, ça veut dire que vous devrez le financer à 100%, soit avec votre CPF, soit avec vous ou votre organisme. Mais pas complètement fermer la porte, mais il faut que ça ait un lien. Voilà, vous travaillez dans le domaine de la protection sociale. Je pensais à Pôle emploi, par exemple, aussi, des gens qui travailleraient à Pôle emploi, si potentiellement, je ne sais pas s'ils sont parmi nous, parmi les personnes qui suivent le webinaire. Donc, la connexion avec le parcours CapDir, j'ai déjà en partie répondu, c'est 2 choses différentes, puisque CapDir, comme le nom l'indique, c'est pour devenir agent de direction. Mais l'un peut permettre de faciliter l'accès à CapDir. Oui, je vois beaucoup de questions effectivement sur les compatibilités. Quand on est déjà, pourquoi passer ce diplôme à la place du CapDir? Alors ça, c'est quand même aussi parce que, bon, déjà, tout le monde n'aspire pas à être agent de direction en termes notamment de mobilité ou et aussi, il y a quand même l'argument fort, c'est aussi à travers la certification et le diplôme. C'est-à-dire que c'est quand même une opportunité assez unique de pouvoir, pour des gens qui ont travaillé tôt, qui ont une carrière managériale déjà importante, mais qui n'avaient pas de Master 2, de pouvoir aussi valider ce niveau de Master avec la validation des acquis professionnels. Ça peut être c'est une des raisons qui est aussi évoquée. Le temps nécessaire en travail personnel mensuellement, difficile à dire, je ne sais pas, là il faudra demander aux personnes de la promotion. Je ne sais pas si vous pouvez les aiguiller. Très rapidement, sur les périodes où on faisait les travaux en groupe, etc., c'était pour nous entre 2 à 6 heures par semaine de travail personnel. Donc, ça pouvait être entre 2 et 6 heures toutes les semaines pour préparer les travaux préparatoires. Puis après, ce temps-là, il se transforme en temps individuel pour les dissertations et mémoires. Mais en tout cas, ça monte assez vite sur les travaux de groupe. Enfin, en tout cas, nous. David, je ne sais pas si tu veux compléter. Ouais, alors suivant les groupes, c'était même beaucoup plus par semaine. Mais oui, il faut compter facilement, je pense, à minima 4 heures par semaine, au moins, de manière très régulière surtout, et ça peut monter bien plus haut. Voilà, donc il y a quand même un gros investissement, et puis surtout apprendre à se dédier du temps dans nos plannings, parce que c'est vrai qu'il y a le travail le soir, parfois notamment avec le tuteur, sur les groupes, mais il y a aussi, on a chacun nos agendas, et donc il faut arriver à se dégager aussi du temps sur nos agendas qui sont déjà bien remplis. Donc, Merci. Donc oui, il y a une charge de travail. Après, effectivement, je pense que c'est aussi quand on rentre dans un dispositif, une fois après, c'est des mails de promo qui fait que il faut arriver à jauger les choses. Mais voilà, ça aide aussi, je pense, à concilier tout le travail et le travail pour le master. Alors, le dossier de VAPP doit-il être validé avant de candidater? Il doit être construit et voilà, bien argumenté, mais il sera étudié par la commission de recrutement qui regroupe donc à la fois le N3S, donc j'en fais partie, l'université et l'UCANS. Donc voilà, vous avez eu les
Vous avez trois institutions qui analysent vos dossiers, qui regardent ça. Et donc, effectivement, dans un premier temps, on recrute sur dossier. Ce n'est que si on a besoin de compléments qu'on va vous solliciter pour un entretien. Et oui, on va privilégier, enfin, c'est distanciel. Ce sera un entretien distanciel. Mais c'est uniquement si on a un besoin on peut vous demander des informations d'ailleurs sans entretien complémentaire ou positionner un entretien. Alors ensuite, est-ce qu'il y a il manque la partie 3, technique. Cette partie 3 demande quelles matières sont à dispenser. Alors je ne connais pas le détail de... En complément, là, alors peut-être à préciser, mais par mail, n'hésitez pas, on n'aura peut-être pas le temps de traiter la réponse. Là, pour le coup, si c'est la question des dispenses d'enseignement, il n'y a pas de dispense d'enseignement. Hein, voilà, donc du coup, la réponse est aucune. Oui. Je réponds là comme ça, je pense deviner la question. Voilà. Ok. Oui, parce qu'en fait, on l'a présenté au début, c'est conçu par bloc. Ça a été validé par bloc de compétences, donc avec le RNCP derrière, référentiel national de compétences. On a dans réflexion, mais ce n'est pas du tout mûr, donc on ne propose pas pour l'instant, de potentiellement proposer ces blocs de façon autonome. Ça, ce serait une forme de pick-in qui serait possible, mais c'est très compliqué à gérer. On privilégie l'approche promotion pour garder cette dynamique-là, parce que si on commence à faire du pick-in avec des blocs de compétences, on risque d'avoir des groupes avec d'ailleurs un nombre de stagiaires qui serait très différent. Ça peut poser plein de problématiques. Donc c'est pour ça que effectivement, on s'inscrit dans le dispositif dans sa globalité et on va jusqu'au bout. Oui. Peut-être, du coup, parce qu'on arrive à la fin du temps que nous avions imparti, je vais tenter avec en lien avec les différentes questions, peut-être de répondre à plusieurs questions en même temps, notamment alors sur la question de l'alternance. En fait, cette question d'alternance ne demande pas à ce qu'il y ait un tuteur en organisme. On dit alternance parce que c'est quand même relativement simple pour décrire le fait que ça se passe alors que l'on est en poste en situation professionnelle. Et du coup, c'est ce qui a été abordé aussi et c'est ce qu'on va dans les critères de sélection retrouver. Et à la différence, tout à l'heure, Benjamin parlait de la différence avec l'école. Dans un 18 mois de scolarité, on va aborder toutes ces questions de management, de posture, des mises en situation. Il y a des stages qui sont prévus en organisme pour justement aborder la posture, l'encadrement, la direction, etc. Ce sont des choses qui n'existent pas dans le master. Ce master est sur une durée d'1 an et pour autant, il doit quand même réussir à valider les différentes étapes, les différents niveaux que l'on retrouve dans le référentiel de compétences manager stratégique. Donc, pas mal des éléments finalement sont vus en cours, mais l'autre grosse partie sont également forcément apportés par la situation professionnelle de l'agent. Donc, c'est cette partie-là que l'on a un petit peu quantifiée de apprentissage, entre guillemets, alternance plutôt. Et c'est aussi pour ça que quand on dit manager stratégique en charge d'avoir des projets ou d'être en capacité de le faire, c'est parce que si ces éléments-là ne sont pas apportés par la caisse, par exemple, le stagiaire n'est pas en position de pouvoir illustrer ou de mettre en musique les différents éléments qui sont apportés, il va manquer quelque chose et le référentiel finalement de compétences ne pourra pas être atteint. C'est pour ça que du coup, ce sont ces éléments-là qui sont identifiés à travers le dossier de candidature. C'est ce que disait Benjamin quand on identifie, quand on regarde justement sur ce dossier de candidature, l'intérêt de bien expliciter les différentes missions sur lesquelles on est, voilà, pour pouvoir justement illustrer que finalement ces compétences tout au long de l'année seront bien mises en œuvre. Voilà un petit peu l'explication. La difficulté quelque part peut-être à expliquer à travers des mots ce fonctionnement-là, mais c'est par rapport à la structure même du diplôme qui sur 1 an permet d'obtenir un niveau à la fois de qualification, de diplôme et de pouvoir attester de l'atteinte des compétences des managers stratégiques. Voilà, donc le dossier de VAPP est fourni en même temps et il y a le double regard universitaire professionnel qui permet justement de valider le dossier de VAPP en même temps que le dossier de candidature. De toute façon, si jamais il y a des compléments tels que l'a dit Benjamin, il y aura un entretien. Malheureusement, nous n'avons pas, nous, à notre niveau d'accompagnement pour le dossier VAPP. Je viens de voir arriver la dernière question. Pas de tuteur au
sein d'un organisme. La charge de travail, on l'a abordé. L'employeur finance les frais de déplacement à la formation, oui, on l'a dit tout à l'heure. Les différents éléments ont été abordés. Et quand on travaille en MDPH, et ben, du coup, ça sera la question peut-être sur cette ouverture sur les passerelles. J'ai envie de dire à tenter, mais c'est vrai que la difficulté aussi peut-être là-dedans, c'est que peut-être qu'il manquera justement les différents apports, étant donné que la situation professionnelle contribue à la construction des différents savoirs. Il peut peut-être manquer quelque chose dans le dispositif de formation. Voilà, donc, mais ça, ce sera justement en tout cas un exercice de votre part, de pouvoir illustrer à travers le dossier candidature ces différents éléments. Voilà, j'ai tenté de répondre peut-être rapidement. Oui, il y Benjamin, a je encore vois en deux ou complément. trois éléments que je vois dans le fil de discussion, donc, et ça recoupe. Hein. Est-ce qu'il y a un Master 1 avant le Master 2? Ben, en fait, c'est ce qu'on a expliqué, c'est toute la spécificité, c'est vraiment un accélérateur en termes de certification. C'est que si vous êtes sélectionné via votre dossier de VAPP, quel que soit votre niveau antérieur, vous validez Master 1 et Master 2 d'un coup, d'une certaine façon, hein, en un an. C'est automatiquement une admission en Master 2, donc il n'y a pas de Master 1 préalable. Voilà, et la personne dit on est responsable d'unité, mais pas en voie de devenir responsable stratégique. C'est tout, ça dépend, ça veut rien dire. On peut tout à fait valider et prendre des responsables d'unité dans le dispositif. Simplement, le dossier doit montrer la volonté ou les éléments autres qui font qu'on est en capacité de devenir responsable stratégique. Mais ce n'est pas un prérequis de l'être, déjà. Ça a été évoqué assez longuement. Ensuite, je voyais aussi donc oui, pour ce qui tourne autour du mémoire et de la soutenance, donc on va construire effectivement, donc il y a différents types de travaux, on ne peut pas rentrer dans le détail. Le mémoire en lui-même, qui est un bloc à part entière, quatrième, lui, effectivement, on construit un sujet, alors avec une dimension managériale, puisque c'est l'objet du master, mais après on peut la relier à différentes problématiques. Ça se construit avec l'université, et puis il y a un jury de soutenance, il y a même une pré-soutenance. Il y a une pré-soutenance, on regarde si ça va pas, et ensuite il y a un jury de soutenance. Voilà, je pensais à ces thématiques-là, la transition écologique, on pourrait tout à fait, management durable, management éthique, ça peut être ce type de sujet. Mais il y a une dimension managériale à avoir, ce qui le différencie aussi c'est master en management. Ensuite, est-ce qu'il y avait, je voyais, situation de management pour candidater, expérience en management dans le parcours? Il n'y a pas d'histoire d'année en fait probante ou pas. Bon, mais je veux dire, voilà, si on est, je sais pas, si on est conseiller, retraite, technicien, effectivement, c'est pas, donc il faut quand même avoir du management. Mais bon, si on a été chargé de projet, qu'on a une expérience managériale, qu'on est devenu attaché de direction ou chargé de projet, ça s'envisage, oui, bien sûr. Il n'y a pas que du management dans sa carrière, mais il faut quand même une partie. Et puis, donc le tuteur, on l'a abordé. Voilà, mais je pense que on a fait à peu près le tour, comme je vous disais. Vous avez le webinaire de l'an dernier aussi, qui peut être complémentaire pour aborder d'autres éléments. Il dure aussi 1 heure, même plus, 2 heures, je crois. Voilà, c'est trouver des éléments complémentaires. S'il y a des questions très précises, vous avez tout ce qui s'affiche là. Toutes les adresses pour avoir d'autres éléments. J'espère qu'on a été assez complet. Je vois que l'heure tourne. Je pense qu'on a fait le tour. Je vois qu'il y a encore des personnes connectées que je remercie d'avoir pu dépasser l'horaire prévu. Je vous renvoie donc à vos dossiers. Bon courage. Alors effectivement, on sait tout ce que c'est de se replonger dans de l'écrit, de la rédaction, parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'un CV, il y a une lettre de motivation, et puis il y a surtout ces réalisations probantes qui sont un passage obligé, mais j'allais dire au-delà d'un master. Maintenant, dès que vous candidatez quelque part, on vous demande des réalisations probantes. C'est un peu cet esprit-là, la validation des acquis, la VAPP. Donc, vous pouvez vous faire donner dans l'interne. Ah oui, il y a dernière chose que je voulais dire. C'est vrai que c'est important quand même que ce soit discuté avec votre N+1 et puis avec votre organisme, votre direction, vos DRH, parce qu'il y a la question du financement quand même derrière, et puis aussi de l'accompagnement. Donc ça, c'est essentiel, de le partager.
et que ce soit un projet partagé dans votre organisme. Voilà, allez, je te laisse le mot de la fin, Gabriel. Même pas, j'allais dire que c'était un excellent mot de la fin, Benjamin. Merci en tout cas sur ce projet partagé. Effectivement. Merci également à tous nos intervenants qui ont pu venir témoigner. Donc encore merci pour cet exercice, ce temps voilà, consacré. N'hésitez pas, donc j'ai vu que les questions, les adresses mail, vous avez été donc mises dans le fil de discussion si jamais voilà, on n'a pas forcément pu traiter la question. Vous les retrouverez également sur le support qui va vous être envoyé tout de suite à l'issue du webinaire avec le petit questionnaire de satisfaction. Voilà, nos petites routines habituelles. Encore merci pour votre participation. Merci d'être resté un petit peu plus longtemps que prévu, en tout cas. Et puis, au plaisir et dans l'attente, finalement, de vos prochains dossiers. Et puis, qui sait, peut-être à l'année prochaine.